Quartier. En juin, les élèves de Poudlard vont recevoir le résultat de leur buse. À cette occasion, nous avons décidé de revenir sur les spécificités de la formation qui est dispensée à Poudlard. Entre professeurs loup-garou et examens annulés pour cause de guerre sur le lieu d'enseignement, on peut dire que la formation à Poudlard est loin de ressembler à celle des Moldus. Pour en parler avec moi, l'équipe des rédacteurs de la Gazette s'est rassemblée, avec parmi eux des professeurs qui s'y connaissent donc en éducation. Et je vais proposer aux rédacteurs qui sont là de se présenter un par un en donnant leur prof préféré à Poudlard. Ou comment tu nous jettes ça comme ça Tu peux déjà te présenter toi, tu sais. Ouais. Moi, c'est Salem. Bonjour, Salem. Bonjour. Mon personnage préféré de la saga, c'est Neville. Mais on le voit pas beaucoup enseigner. On dit juste qu'il devient prof à la fin. Du coup, je vais plutôt opter pour McGonagall comme prof préférée. Parce que j'aime beaucoup qu'elle soit tant un personnage sérieux et un peu sévère, mais très attachante et très maternelle. Et c'est le genre de prof que j'aime bien avoir en cours. Moi, c'est Ipiu Timinel. Alors, un de mes personnages préférés, c'est Hagrid, mais il a beau être prof, je le choisirais pas parmi mes profs préférés. Enfin, j'aime bien sentir. Enfin, j'ai bien aimé sentir pendant la période où j'étais étudiante et élève. Je suis vieille. Un prof qui était passionné par son sujet, ce qui est le cas d'Hagrid, mais on va pas. Enfin, voilà, en termes de pédagogie, c'est pas tout à fait ça. Donc, ce ne serait pas mon prof préféré. J'aime beaucoup, je pense, même si on les voit pas tant que ça, Shurav et Flitwick, en fait, parce que ils s'y connaissent très bien. Tu sens qu'ils sont, on sent qu'ils sont vraiment hyper au point sur leur matière, mais ils sont pas non plus dans la sévérité extrême et dans l'injustice, des choses comme ça. Je pense que McGonagall, je l'aimerais bien, mais elle me ferait peur. Donc, donc moi, c'est Gizmo. Et je vais totalement rejoindre Ipiu, enfin quasiment, parce que c'est ce que j'allais dire. Pour moi, Shurav, c'est vraiment la personne qui parle. Oui, c'est un peu Poufsouffle qui parle. Non, mais c'est vraiment la personnalité qui est hyper connaisseuse de son sujet, passionnée par ça. Tu vois qu'elle est, enfin voilà, elle est intéressée par la botanique et elle essaye de faire s'intéresser les autres élèves par la botanique, alors que c'est pas la matière qui, de base, paraîtrait celle qui nous attire le plus à l'école de Poudlard, je pense. Moi aussi, carrément. Ouais, moi, clairement pas. Mais, mais tu vois qu'elle est passionnée par son sujet et qu'elle rend son sujet passionnant du coup. Mais même si je suis très orienté à choisir Shurav, je dirais quand même au final Lupin, parce que je crois que c'est le seul prof de défense contre les forces du mal qui a eu un intérêt quelconque comme professeur de défense contre les forces du mal et qui au final n'a son défaut que par son problème d'ordre capillaire. Et s'il n'avait pas ce problème de loup-garou, je pense quand même qu'il serait le plus intéressant et le plus intéressant dans sa matière, qu'il amène vraiment sa matière du mieux possible et qui rend son sujet passionnant et qui sait comment intéresser les élèves, comment leur apprendre des choses, plus de la pratique que de la théorie, etc. etc. Voilà, donc je choisirais Lupin. Si j'avais pas peur de me faire dévorer chaque fois que je sors dans les couloirs à minuit. Alors bonjour, moi c'est Luna. Un professeur préféré que j'aime beaucoup, je vais rejoindre aussi Ipiu, j'aime beaucoup Flitwick. Je trouve qu'il arrive à faire en sorte que les élèves soient intéressés à sa matière. Il a l'air de savoir à peu près ce qu'il fait, ce qui est assez rare à Poudlard. Mais sinon, je dois aussi dire que mon cœur balance un peu avec le professeur, la professeure Gobe-Blanche. Ça peut paraître étonnant parce que j'aime beaucoup Hagrid en tant que personnage, mais en tant que prof, Gobe-Blanche, elle suit vraiment un programme. Elle a une pédagogie, elle arrive à s'insérer dans l'équipe pédagogique comme ça en moins de 2 semaines, c'est un truc de fou. Et du coup, depuis que je suis devenue prof, en relisant le tome 5, je la vois plus du tout du même œil et j'ai un grand respect pour le professeur Gobe-Blanche. Et du coup, il reste moi, Pantaleimon. Alors, mon professeur préféré.
En fait, ce que disait Gizmo tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup penser à Lupin et je crois qu'on va revenir dessus plus tard parce que c'est très intéressant de parler de ça. Mais du coup, ça m'a fait changer d'avis et je vais pas dire Lupin. J'aurais bien dit Lupin, mais voilà, ce sera pas le cas. C'est Beans. Ou pas. Je pense que tout le monde connaît ma grande appréciation de Trelawney, en fait. Qui, quand on creuse, mine de rien, elle est très intéressante. En tant que prof, par contre, non. Mais c'est un personnage qui est très intéressant et qui peut pas être bonne prof parce que pour plein de raisons. Il n'a toujours pas donné de prof préféré, je le signale. Ouais, Je les cite tous. C'était les profs de Poudlard et je les élimine un par un. Alors, lui, il est mort, lui, il est chiant, lui, il est nul. Non, mais du coup, je crois que je vais dire Flitwick. Effectivement. Le seul problème, c'est que Flitwick, on le voit pas beaucoup et du coup, c'est difficile de vraiment se faire un avis sur sa pédagogie et sur tout ça, mais je pense que Flitwick. En fait, on le voit quand même. C'est des scènes très courtes, mais je trouve qu'on en voit assez pour se faire une idée, pour savoir quel genre de prof c'est en fait. On le voit plus que Vector et encore plus que Burbage. Ou que Sinistra. Enfin voilà, ça c'est des profs en cours d'astronomie, on assiste jamais, donc on peut pas se rendre compte de vraiment commencer. Mais moi, je pense que Vector est un excellent prof. Moi, je suis sûr que Charity Burbage. Alors là, elle devait s'y connaître. Il que c'est du poney. Mais du coup, ouais, Vector, Charity Burbage, puisqu'on parlait de ça, donc qui est prof d'études des Moldus. Si on en croit à Pottermore, attention, hein, en fait, elle remplaçait Quirrell, donc elle est arrivée à Poudlard à peu près en même temps que Harry. Il faut peut-être préciser quand même que, parce qu'on sait que Quirrell, avant d'enseigner, il a enseigné la défense contre les forces du mal que pendant 1 an, pendant première année de Harry, et qu'avant il était professeur d'études des Moldus. Puisque logiquement il ne pouvait pas l'enseigner avant, puisque le poste était maudit. Voilà, il n'aurait pas pu l'enseigner pendant plus d'1 an. Voilà, donc il ne pouvait pas l'enseigner avant. Mais à propos de Quirrell, d'ailleurs, j'allais rebondir là-dessus en disant que je pense que ça ne devait pas être un mauvais prof non plus avant ces problèmes Voldemortesques. Je pense que même pendant sa première année, c'est pas un mauvais prof, mine de rien. Ça doit être un bon prof et effectivement, comme le dit Harry, le seul inconvénient, c'est qu'il avait Voldemort à l'arrière du crâne, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu comme Lupin. Le truc, c'est que en fait, ce qu'on sait de Quirrell, on n'assiste jamais dans tout le tome 1 au moindre cours de défense contre les forces du mal, et c'est évident parce qu'on veut pas que, sinon il y aurait sans doute eu un peu des interférences, connexion bip bip cicatrice en wifi, et du coup ça aurait fait des petits plot twists un peu bizarres. Et du coup, je pense que c'est pour ça que Rowling s'est bien gardé de décrire le moindre cours de défense contre les forces du mal. Mais voilà, en dehors du fait que ça a l'air d'être quelqu'un d'assez facilement impressionnable ou quoi, ça a l'air d'être quelqu'un de compétent et qui savait... De compétent, et moi je dirais aussi d'intéressé par son sujet. Quand il est parti en Transylvanie étudier tout ça, tu vois, donc il prépare son sujet, il est investi, Ouais, et puis il est pas, je sais pas, par rapport au sujet qui va sans doute venir un peu plus tard dans cet épisode, Rogue, c'est pas un prof qui est poursuivi par une réputation d'être détestable. Voilà, il se fait pas détester des élèves, ce qui est déjà un point non négligeable à Poudlard, parce que ça arrive quand même assez souvent. Donc, donc on pourra parler de l'enseignement de Ombrage un peu plus tard. Mais voilà, ça a l'air d'être quelqu'un qui, dans ses relations avec les élèves, n'est pas désagréable. Et d'ailleurs, dans le tome 1, il y a plusieurs moments où
où Harry et Ron ils disent qu'ils se font un peu sauver la mise par Quirrell. Alors après, à quel point c'était intéressé parce que il servait Voldemort, enfin, c'est un peu difficile de savoir, mais en tout cas, ça avait pas l'air d'être quelqu'un de si mauvais que ça. Juste quelqu'un d'un peu naïf et... Mais du coup, comme on parle, là on parle des bons profs, du coup je vais peut-être rebondir sur ce que disait tout à l'heure Gizmo à propos de Lupin. Et en fait, je réfléchissais et je me disais, Lupin, c'était pas un si bon prof de défense contre les forces du mal que ça. C'était un très bon prof de soins en créatures magiques. Tous ses cours, quasiment, c'est des créatures magiques. Créature maléfique, ouais. Créatures maléfiques. Et voilà, contrairement à Maugret qui a quand même... Il n'a jamais donné cours. Non, mais... Supputon. Contrairement à Croupton qui parle de sortilèges maléfiques, qui se penche sur les sortilèges impardonnables, sur vraiment d'une certaine manière la magie noire. Rogue, plus après sur les sortilèges informulés, les sortilèges vraiment de défense. Le Protego, c'est la base de la base de la base. Et Rogue l'enseigne uniquement en 6e année, quoi. Ils l'apprennent aussi au club de duel en 2e, quand même, le Protego. Non, justement, ils apprennent l'Expelliarmus et je trouve que c'est super bizarre, en fait. Que le Protego ne soit pas venu à ce moment-là, ouais. Que l'Expelliarmus, le seul moment où ils l'apprennent, ce soit en club de duel. Je veux dire, Lockhart, il est prof de défense contre les forces du mal. Certes, c'est un des plus mauvais profs, mais je veux dire, il s'est dit au moment du club de duel que tiens, c'est peut-être le moment de faire mon taf et d'enseigner un sortilège de défense. Enfin, après, pour moi, c'est limite un sortilège de première année, premier cours, quoi. Après, ils ont quand même le cours de sorts et enchantements. Oui. Qui pour moi est plus là pour apprendre des sortilèges de défense, des sortilèges simplement, et le cours de défense contre les forces du mal, qui pour moi est plutôt pour identifier les menaces et identifier les problèmes. Et c'est là que Lupin est un bon professeur parce qu'il montre des menaces réelles. Et il montre comment s'en protéger. Il montre comment s'en défendre, quels sorts sont efficaces contre eux. Les sorts de Protego, les sorts, etc. Pour moi, ça fait plus partie du cours de sorts et enchantements, tu vois. En fait, je pense que ça dépend beaucoup des types de sorts parce que dans les sorts et enchantements, t'as aussi... Le truc, c'est que t'as pas que des sorts de défense ou d'attaque. Dans la magie, t'as des sorts qui servent littéralement à tout. Et tu as aussi une question de technique. Ils disent quand même, surtout au début, mais l'importance du mouvement, de penser à ce que tu fais. Là, c'est très survolé, et d'ailleurs c'est un peu dommage, mais par exemple, quand Maugret, Croupton, dit que si toute la classe jetait un Avada Kedavra sur lui, il n'arrivera pas à le faire saigner du nez. Parce que il faut avoir la mort. Ouais. Ça. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que tu apprends en cours de sortilège. C'est la projection que tu mets dans ton sort et pas juste la prononciation de ta formule. Mais du coup, je voulais revenir à ce qu'on disait sur Lupin et sur le fait que finalement, il faisait beaucoup de créatures. Mais après, c'est peut-être aussi... Poudlard, c'est 7 ans. Il est en 3e année, ce qui est quand même encore le début des études. Et on peut aussi voir le fonctionnement de la défense contre les forces du mal comme de toutes les matières, un peu comme des modules où voilà, en 3e année, ça va être le thématique des créatures contre lesquelles il faut savoir se défendre, et puis en 4e année, ça va être une autre thématique, mais toujours dans l'esprit des défenses contre les forces du mal. Mais il y a tellement d'aspects différents qu'on peut pas traiter forcément tous les aspects d'un coup, donc je peux comprendre l'idée que oui, effectivement, il y a un côté un peu plus mode créature magique, mais ça me paraît pas complètement illogique. En termes de programme ou en termes de culture magique. Justement, parlons-en des programmes. Elle a certainement de très mauvais aspects, on l'a évoqué. Pas parmi les bons profs, mais le professeur Ombrage. Justement, c'est une des rares qui parle de programme parce que Lupin, il fait ça sûrement un peu à sa sauce. C'est le sujet qu'il maîtrise, c'est à peu près adapté à l'âge de mes élèves, il y va. Mais au final, celle qui amène vraiment la notion d'objectifs disciplinaires et de programme, c'est Ombrage. Dans le premier cours, c'est clairement montré. Le premier truc qu'elle fait, c'est de dire aux élèves, vous allez copier des objectifs d'apprentissage.
pour les objectifs d'apprentissage, oui, mais après, par exemple, tu as d'autres profs qui vont dire on va d'abord faire ça, puis on va faire ça. Enfin, typiquement, Trelawney, par exemple, même si elle est contestable en tant que prof, elle fait un programme. On dit voilà, on va d'abord étudier les feuilles de thé, puis les boules de cristal, puis l'analyse des rêves. Enfin, elle déroule quand même un programme. Après, à quel point il est approfondi ou quoi, c'est autre chose, mais tu as quand même le concept est présent. Ce que je dirais aussi, moi, c'est qu'on peut peut-être comparer avec des enseignements réels de Moldu et différentes méthodes employées, mais que Lupin a peut-être plus un côté d'apprentissage, méthode Freinet, méthode de Crollier, etc., où il fait étudier à ses élèves ce qu'ils ont à portée de main et ce qu'ils peuvent voir. Là, il dit, voilà, il y a un épouvantard dans l'armoire de la salle des professeurs, j'ai demandé qu'on le laisse là et qu'on s'en débarrasse pas, on va pouvoir étudier l'épouvantard maintenant là-dessus, parce qu'on en a un cas concret, donc c'est l'occasion d'étudier. C'était peut-être pas au programme de base, mais il rebondit sur l'actualité, le fait qu'il y a un épouvantard disponible pour étudier ça, alors que derrière, tu as l'enseignement classique avec des ombrages, etc., qui arrivent avec un cadre et des trucs à étudier dans l'ordre et avec un programme fait aussi, mais qui ne s'adapte pas aux arrivées sur place. Donc heureusement que Lupin était très lent en première année parce que tu étudiais le chien à 3 têtes et le troll de 5 mètres de haut premier trimestre. Donc voilà. Non, mais en même temps, Lupin, c'est première année pour Harry, mais je suppose qu'il il donnait le cours de défense contre les forces animales se donne dans les 7 années. Donc, oui, l'épouvantard, il l'a utilisé pour les 3e années, il ne l'aurait pas utilisé, enfin, rien ne dit qu'il l'a utilisé pour les premières années aussi. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je vois, c'est plutôt, il utilise ce qu'il a à portée de main pour apprendre aux élèves. Ce que Lockhart essaye d'un côté de faire aussi, et que c'est du pain Cornouailles. Sauf que la partie apprendre n'est pas très développée dans son cours. Voilà. Je crois que Lockhart est certainement l'un des rares professeurs à Poudlard qui ne sait pas du tout ce qu'il fait. Enfin, il y en a plein qui sont critiquables. Hagrid ne sait pas du tout adapter ses sujets à l'âge de ses élèves. Voilà, mais il a une maîtrise, il a quand même quelque chose par rapport à sa matière. Mais alors Lockhart, la question que je me posais, qui est le pire professeur? Lockhart, Ombrage ou Rogue? C'était ma prochaine question. Merci. Oh, le je vote Lockhart. Ça dépend beaucoup de tes critères en fait. Enfin, je trouve que Rogue, il est brillant dans sa matière. C'est incontestable, je pense. Mais c'est un très mauvais pédagogue et c'est une très mauvaise personne humainement avec ses élèves. Voilà, enfin, le fait que Neville, sa plus grande peur, ce soit Rogue, ça en dit assez long sur l'ambiance qui règne en cours de potion, qui se passe quand même dans les cachots du château. Enfin, donc, voilà. Après, Lockhart, il est ni bon pédagogue, ni compétent dans son domaine. Il est très charismatique, donc tous les élèves l'aiment bien. Oui, mais... non, pas tous les élèves. Charismatique, c'est que les élèves féminines. Bien. Mais il ne maltraite pas ses élèves. Mais il ne maltraite pas ses élèves. Et après, tu as Ombrage qui sait ce qu'elle fait, certes, mais qui le fait mal, qui ne fait pas ce que les élèves ont besoin d'apprendre, enfin, qui respecte un programme assez... très théorique. Très théorique, et puis enfin, qui correspond pas forcément aux besoins des élèves, et qui... Enfin, après, bon, le concept de métier d'enseignant dans le monde magique est particulier, mais elle a quand même été débauchée comme ça. Elle sort du secrétariat du ministre, donc ses compétences de prof, elles sont quand même assez contestables aussi. Enfin, on ne sait pas vraiment quelle formation ils ont, mais elle n'a pas vraiment. C'est comme si un gars d'Apple venait enseigner l'informatique au collège. C'est vrai que c'est. Mais je dirais surtout que Ombrage, bon, elle est clairement là dans un but de faire taire Harry et Dumbledore sur le retour de Voldemort, mettre la mainmise du ministère sur l'école, que hors de ce cadre-là, si elle n'avait pas un besoin de faire croire que tous les élèves sont en sécurité parce que Voldemort n'est pas revenu, que c'est une blague, etc., qu'il ne faut pas écouter ça et pas écouter ça, elle aurait peut-être une autre manière d'enseigner. Là, elle a une manière très théorique parce que c'est aussi une manière d'appuyer ses propos et de dire les élèves n'ont pas besoin de pratique parce que de toute façon, il n'y a aucun danger dehors. Ouais, mais ça reste quand même une personnalité extrêmement toxique. Enfin, je veux dire, oui, ça, je dis pas le contraire. En dehors du contexte précis, enfin, le fait de
d'être capable de faire en sorte que tes élèves, de mutiler tes élèves en guise de punition. Et Harry n'est pas le seul. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ça montre quand même un certain rejet. Enfin, tu sens qu'elle aime pas les élèves, quoi. Elle aime pas les gamins. Donc, et paradoxalement, il y a cette façon perverse qu'elle a de s'adresser à eux dès le premier soir à Poudlard, où elle les traite comme des enfants de 5 ans, en mode « Nous serons tous de très bons amis », ou une phrase à peu près comme ça. Et là, tu te dis « Oula, même en maternelle, le prof s'adresse pas comme ça aux élèves ». C'est une prof horrible, mais je dis que peut-être que dans un autre contexte où elle n'est pas là pour faire... Enfin, son enseignement aurait pu être différent. Je dis pas qu'elle aurait elle-même été une meilleure personne, mais peut-être que dans ses sujets de cours, elle aurait fait plus de pratique si le but n'était pas de faire croire qu'il n'y avait pas besoin de pratique dans le monde extérieur. Ouais. Peut-être que Hagrid devrait s'inspirer de la méthodologie d'Ombrage et que Ombrage devrait s'inspirer du cœur de Hagrid et faire un mixte. Mais sinon, en pire prof, on peut parler aussi... Non, ça atteint pas le même sommet, mais à la limite de Slughorn et de sa partie privilégiée et de son amour de l'élite. Je pensais que tu allais dire Beans. J'allais y venir aussi, mais j'allais dire qu'on pouvait étendre la gamme en dehors de Lockhart, Rogue et Ombrage. Beans, qui de sa monotonie et son incapacité à captiver les foules. Je crois que Slughorn, il est un bon prof, mine de rien. Même s'il a un peu de favoritisme. Un peu, enfin, au point de créer quand même son club d'élèves préférés. Oui, ça, mais est-ce que ça se ressent dans la classe? Bah, Ron, il le ressent et il en souffre. Tu vois, typiquement. Je veux dire, quand t'as tes amis, un ou plusieurs de tes amis qui est invité à ces trucs un peu privés, machin, élite et compagnie, et que toi t'es là, ben non, moi je suis pas invité. Enfin, quand t'es ado, c'est horrible, quoi. T'as pas besoin quand t'as du mal dans une matière, t'as pas besoin d'être desservi comme ça en disant bon bah tu fais de la merde. Moi je suis assez d'accord avec Ipsu. Et puis il y a aussi Croupton, bon même si on peut pas vraiment le qualifier de professeur, mais qui terrorise quand même ses élèves et au point de maltraiter Neville psychologiquement, ce qui est peut-être encore pire que de la douleur physique. C'est clair que il le fait volontairement parce qu'il sait ce qui est arrivé aux parents de Neville. Du coup, effectivement, mais ça c'est parce qu'il est horrible. C'est un mange-mort, quoi. Bon, il faut pas l'oublier. Mais il reste sous sa forme de Maugret, apprécié de ses élèves. Les gens disent quand même qu'il est terrifiant mais fascinant. Complètement barjot, mais intéressant, que c'est la première fois qu'ils ont l'impression de toucher à des forces du mal de si près. Oui, et puis ils ont l'impression d'apprendre quelque chose, mais ils les détestent pas, il est pas désagréable avec eux d'une quelconque manière. Voilà, c'est peut-être pas le prof le plus sympa qui soit, mais il est pas non plus complètement injuste. Enfin, il fait pas un favoritisme monstre ou quoi. Enfin, finalement, on pourrait presque le rapprocher sur certains plans de McGonagall, je trouve, dans son côté hyper carré, tout ça, mais en restant compétent. Même si ça sert aussi ses plans, c'est quand même lui qui encourage Neville vers la botanique. Oui. Il a certainement des bons côtés, mais soyons honnêtes que transformer un de ses élèves en fouine ou terroriser un de ses élèves en lui faisant devant ses yeux ce qu'on a fait à ses parents, les tortures qu'on a fait à ses parents et le torturer psychologiquement comme ça, c'est pas des actes qu'on peut attendre d'un professeur de base. Non, c'est sûr, mais... Après, dans les très mauvais professeurs, il y a aussi les carreaux qui sont là pendant que Poudlard est assiégé par les mange-morts. Quand les élèves racontent à Harry qu'ils se font torturer, on ne sait pas s'ils ont fait de l'enseignement. On sait qu'ils sont là en tant que profs, mais on ne sait pas ce qu'ils ont donné comme cours et comment ça se passe. Ils enseignent la magie noire et c'est eux qui apprennent les élèves à se torturer les uns les autres. Est-ce qu'on peut vraiment les comparer aux autres profs de Poudlard dans la mesure où ils sont placés là par Voldemort dans un cadre quand même très particulier? Je suis pas certaine qu'on puisse vraiment on peut pas vraiment les comparer
l'incompétence de Lockhart, par exemple, ou de l'ouvrage. Et surtout, on n'en sait rien, mais peut-être que dans tout ça, ils sont très pédagogues. Bah, c'est sûr que s'exercer les uns sur les autres, ça fait apprendre. Ah, c'est que de la pratique, hein. Pour passer, revenir sur Beans, je trouve que Beans c'est aussi symptomatique de quelque chose. C'est une critique du mauvais prof qui fait ses cours, qui en a absolument rien à faire de ses élèves, qui est monocorde, qui sait vraiment pas intéresser les gens à sa matière. Mais c'est aussi une critique de l'institution. Comment Dumbledore peut-il laisser un prof qui est mort continuer à faire son cours comme ça, tranquillement, et peu importe si personne suit, peu importe si c'est fait de la façon la moins pédagogue possible. Alors, ça lancera un grand sujet dont la Gazette a déjà vachement bien traité le sujet. Ouais. Dumbledore, pire directeur du monde, même si c'est un excellent sorcier. T'as une bonne tête, allez, t'es prof. L'institution, on parle des professeurs, mais l'institution, eux, en général, marche sur la tête par moment. Voilà, comme le dit Gizmo, en fait, ça faisait partie d'un deuxième volet, parce que j'avais fait Dumbledore, directeur incompétent, les professeurs de défense contre les forces du mal. Mais il y avait un deuxième volet sur Dumbledore, directeur incompétent, avec Beans, Trelawney, Hagrid, et un peu tout ça. Tu l'abordais déjà, non? Je mentionnais Hagrid et Trelawney, mais l'article n'a jamais eu le jour. Slughorn, tous des professeurs qui sont nommés parce que ça sert les intérêts directs de Dumbledore. Rogue aussi, hein. Parce que ça sert le favoritisme de Dumbledore. Et pas particulièrement pour les compétences des professeurs, quoi. Slughorn, bon, il est compétent, mais il revient parce que Dumbledore a besoin qu'il soit à Poudlard. Rogue qui gardait en professeur aussi, hein. C'est pas pour le personnage, c'est clairement pour les intérêts de Dumbledore. Oui, donc voilà, vraiment. Dumbledore, directeur incompétent. On est bien d'accord. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avant d'être directeur, il était prof de métamorphose, et pour le coup, on ne sait pas du tout comment il était en tant que prof. Donc ça, peut-être que c'est quelque chose qu'on verra un tout petit peu dans les Animaux Fantastiques, et j'avoue que je serais assez curieuse de voir quel genre de prof c'était. Le truc, c'est qu'on sait quand même, Dumbledore prof, que Tom Jedusor le craignait un peu, que c'était le seul qui lui donnait l'impression d'en savoir plus que lui, enfin de savoir où il allait, et qu'il avait quand même cette relation, enfin quand tu vois sa relation avec Tom Jedusor, que c'était à peu près la même qu'il avait avec Harry. Il y a des parallèles qui sont faits quand même assez forts dans le 2. Donc on a quand même une légère appréciation de Dumbledore en prof, du moins sous l'ère Tom Jedusor, quoi. Il n'a pas succombé au charme de Jedusor comme les autres professeurs. Donc on peut se dire qu'il était sûrement, qu'il faisait régner la justice dans sa classe. Je l'imagine plus comme une McGonagall de la métamorphose, tu vois. Je l'imagine assez juste et droit. Ouais, mais McGonagall, pas aussi sévère que McGonagall. Pour moi, il est plus du genre à distribuer des bonbons à ses élèves. Oui, à mon avis, plus doux que McGonagall, mais quand même juste, tu vois, pas... Flitwick que McGonagall. Après, est-ce que Flitwick a vraiment une capacité de garder sa classe sous contrôle? Oui. Globalement, il y a souvent, on dit beaucoup de bruit en classe de sortilège, et à chaque fois, ils évoquent ça comme une classe très agitée, très bruyante. Mais au final, j'ai l'impression qu'ils gardent plutôt le contrôle malgré tout. Bon, même quand il se fait envoyer par Neville à l'autre bout de la classe de façon involontaire. Ouais. Il y a du bruit en cours de sortilège parce que souvent ils sont tous en train de répéter leur sort et que l'effet de leur sort a tendance à faire du bruit. Quand ils s'envoient des oreillers partout, des choses comme ça, forcément ça crée du mouvement et c'est assez logique. Mais en soi, j'ai pas l'impression que les gens chahutent, quoi. Ah, la bataille de Polochon pendant les cours. Quel bonheur. Aujourd'hui, bataille de Polochon. Quand Flitwick se pointe devant Harry et Ron, tout de suite, il obtient leur attention. Il n'a pas à dire « Harry, Ron, écoutez-moi, regardez-moi, je suis là !» Hey, c'est moi. Situation vécue. Mais du coup, pour revenir aussi à Chourave,
parce que voilà, on l'a mentionné comme meilleur prof au début potentiel, mais on n'a pas dit grand-chose. Là aussi, c'est travaux pratiques en plein. Enfin, je veux dire, Chourave, c'est atelier jardinage, quoi. Ouais. Ouais. On remarque Et des ateliers long terme, c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que les élèves, bon, ils remportent les mandragores, etc. Mais tu vois qu'il y a un suivi de ce qu'ils ont fait, il y a un suivi de là où ils ont travaillé déjà. C'est pas juste on fait un cours sur les mandragores et bardaf. Même s'ils passent à un sujet suivant, ils continuent à suivre l'évolution de ce qu'ils ont étudié auparavant sur l'année. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est d'avoir une capacité de suivi dans son cours et pas de s'arrêter à le cours est fini, on parle plus de ça, donc on passe à la page suivante et c'est fini, quoi. Ouais. la pédagogie de projet à Poudlard. Finalement, Grid et ses scouts à pétard, c'était pas mal l'idée d'un projet sur l'année. Hein. Bon, Exactement. avec pas les bonnes créatures, manifestement, mais l'idée était bonne. C'était mourir. Mais Mais- finalement, je crois que Hagrid a au final des bonnes idées de prof. Hein. Il n'a pas la bonne vision et la bonne pédagogie pour des élèves de l'âge des élèves de Poudlard, mais il n'a pas des mauvaises idées de professeur non plus. Hein. Le truc d'Hagrid, c'est sa vision du danger qui, voilà, lui, il a toujours été vu comme un marginal, comme c'est un demi-géant. Il a toujours terrifié les gens à cause de ça, et donc clairement, il s'intéresse aux créatures magiques parce qu'il veut montrer qu'elles sont autre chose que des bestioles terrifiantes. Il dit voilà, vous avez tous ces préjugés sur moi, mais moi je peux vous montrer que je suis pas, voilà, j'ai un gros cœur et je fais la cuisine et voilà, et j'ai un parapluie rose. Et à côté, voilà, je vous montre que les sombrales, les hippogriffes, les scroutes à pétard, bah c'est pas juste des créatures qui font peur. Voilà, les acromantules, c'est pas juste des créatures qui font peur. Il y a autre chose. Et du coup, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça dans sa démarche de manière générale, c'est aller au-delà du préjugé, aller voir ce qu'il y a derrière l'apparence terrifiante d'une créature. Et en soi, c'est super louable comme discours et comme leçon de vie de manière générale. C'est quelque chose qui est super important, surtout dans le monde sorcier où ils sont assez rétrogrades à ce niveau-là, mais bon, on n'est pas forcément beaucoup mieux. Mais c'est sûr que du coup, bah, il se rend pas compte du véritable danger qui est mis, qui est possible, et le fait que le truc, c'est que voilà, il est pas suffisamment bon sorcier peut-être pour protéger tout d'un coup. Par exemple, voilà, s'il y a un problème tout d'un coup dans son cours, il n'est pas assez bon sorcier pour balancer un protégo sur ses 25 élèves. Et s'assurer qu'il ne souffre pas. Mais je pense qu'en dehors de ça, il apporte quand même énormément de choses intéressantes que d'autres profs n'apporteraient jamais. Mais même, par exemple, son cours sur le nifleur, je trouve que la préparation du cours est géniale. Ah oui. Voilà, je veux dire, c'est des trucs, des idées où il te montre un autre aspect de l'animal et où il intéresse ses élèves avec aussi avec un objectif, un projet. Enfin, honnêtement, voilà. Bon, il y a des trucs où il est fou dangereux, mais je pense pas que ce soit un si mauvais professeur que ça, quoi. Non, et honnêtement, quand tu vas par exemple le cours sur les hippogriffes, c'était pas si dangereux ça. C'est juste que il n'était pas préparé à avoir un espèce d'abruti comme Malfoy dans son cours, quoi. Mais en soi, c'était pas. Il a pas mis autant ses élèves en danger qu'avec les scouts ou quoi. Il gère bien les créatures et il a des bonnes idées, mais au niveau de la gestion des élèves, c'est pas ça. Hein. Puis il fait du favoritisme de même que Slughorn. Avec Harry, Ron et Hermione, il fait aussi quand même du favoritisme. Après, je pense qu'il y a du favoritisme aussi parce que Harry, Ron et Hermione sont les seuls à vraiment l'apprécier. Et du coup. Oui. Je pense qu'il n'a pas un favoritisme de base, il a un favoritisme qui se forme par le fait que Harry, Ron et Hermione sont les seuls à venir à son cours, qui ne veulent pas le décevoir, donc ils sont hyper attentifs, qu'ils essaient vraiment de faire ce truc, même s'ils sont brûlés au 5 millième degré par les scouts. Tu vois, je suis sûr que même si Malfoy s'intéressait vraiment à ses cours et était sympa et essayait d'écouter ce qu'il dit sur l'hippogriffe et tout,
je suis sûr qu'il n'aurait aucun problème non plus à être aussi sympa avec Malfoy qu'il l'est avec Harry, Ron et Hermione. Ouais, clairement, c'est tellement pas quelqu'un qui a un mauvais fond de base que je pense qu'il pourrait faire comme ça avec tous les élèves. Oui, mais Ah, est-ce en que tant tu penses... Vas-y. Vas-y. Non, j'allais t'appuyer, et puis j'allais dire oui, en tant que personne, c'est certainement le personnage qui a le plus de cœur de la saga. Même bien devant Dumbledore, bien devant d'autres personnes. Mais est-ce que, tu vois, si c'est la faute des élèves qui devraient s'intéresser au cours de Hagrid pour vraiment en bénéficier, est-ce que tu penses pas que Ombrage, il aurait nommé tout le monde membre de la brigade inquisitoriale si les élèves avaient été intéressés par son cours et s'étaient comportés bien avec... Ouais, voilà, c'est plus Je vais dire, d'autorité. si peut-être, mais non, elle aurait juste simplement pas créé de brigade inquisitoriale. C'était pas le fait de nommer tout le monde à la brigade inquisitoriale, elle aurait juste eu aucune raison de la créer si tous les élèves respectaient son truc et qu'aucun n'essayait de faire un marché noir de cours de sortilège. Justement, en parlant de ça, Harry, c'était un vachement bon prof, je trouve, quand il faisait les cours au niveau de l'armée de Dumbledore. Après, il reprend énormément la méthode de Lupin. Et on en revient au fait que Lupin est un bon professeur. C'est un bon professeur. Mais, contrairement à Lupin, Harry, il fait de la défense contre les forces du mal basée sur les sortilèges. Ils apprennent l'Expelliarmus, ils apprennent le Protego, Le Patronus. ils apprennent le Patronus. Voilà, ils repartent sur les bases sortilèges, défense en duel, défense contre des attaques de quelqu'un. En même temps, il n'avait pas trop de créatures sous la main pour... Il avait Dobby. En fait, Défense contre les elfes de maison. ils ont quand même les cinquièmes années, en tout cas, de graves lacunes. Quand en cinquième année de show, à vous ne pas savoir lancer l'Expelliarmus, et puis tu disais que c'était un sort qu'on devrait apprendre en première année, et je suis assez d'accord. Il reprend les bases sortilèges, mais c'est des bases clairement que... Il devrait être acquis déjà à ce moment-là. Ouais. Et Après, c'est pareil dans le monde module, entre les trucs qui devraient être acquis et qui ne le sont toujours pas 10 ans après. Non, mais clairement. Et puis surtout, on ne peut pas leur demander d'acquérir les mêmes bases que des autres élèves quand on voit les professeurs qu'ils ont eu d'affilée, justement, en défense contre la force du mal, justement, où c'est des professeurs différents à chaque fois, avec une méthode d'enseignement différente à chaque fois, dont la plupart sont des fous dangereux alliés et criminels. Et alors que, à mon avis, en métamorphose, par exemple, ils n'ont pas spécialement un retard. Non. Parce qu'ils ont eu un professeur fixe qui suivait son enseignement et qui n'a pas qui ne prend pas de retard sur les cours donnés. Mais on ne peut pas attendre d'eux qu'ils aient les mêmes connaissances en défense contre la force du mal quand une fois sur deux, ils n'ont pas de cours jusqu'à la fin de l'année ou que leur professeur est absent un mois sur deux ou autre. Défense contre les forces du mal, enfin voilà, on a QRL qui, on l'a dit, n'est pas si mauvais que ça. Lockhart qui, bon, d'accord, est une catastrophe. Mais c'est un an, t'apprends rien, quoi, c'est énorme. Lupin qui est intéressant dans son genre, mais toujours pour moi, il fait pas de la défense contre les forces du mal. Barty Crouton qui est pas mauvais dans son genre. Mais qui fait du hors-programme aussi, tu vois. Il est pas mauvais, mais il fait du hors-programme. Les sortilèges impardonnables, c'est pas censé être au programme. Donc, tu n'avances quand même pas dans la matière de base. C'est pas avec Crouton qu'ils appellent l'Expelliarmus et le Protego. Ils apprennent autre chose, oui, mais ils apprennent pas ce que Harry enseigne derrière pendant la cinquième année, qui est ce qu'on dit qui est trop basique. Et après, voilà, en cinquième année, ils ont Ombrage, donc qui n'apprend rien. Finalement, tu arrives à l'année de Buse, où tu as eu sur 5 ans, tu as eu 2 années où tu avais des profs complètement incapables qui t'ont rien appris. Et sur les 3 autres, c'était pas tout à fait ça non plus. Donc, finalement, c'est assez logique. Donc, on se demande comment ils passent leur Buse. Sans compter tous les événements extérieurs entre les élèves assassinés et les longs séjours à l'infirmerie. ouais. Non, j'allais dire, il n'y a personne qui est mort entre-temps à Poudlard, mais si, il y a Cédric. Il y a Cédric. Si, ouais. Oui, et puis après, tu rajoutes le tournoi des 3 sorciers, où, soyons honnêtes, ça perturbe les cours aussi. D'ailleurs, tu vois, justement, ce que j'allais en venir, au moment du tournoi, parce que ils participent au tournoi, Harry et Cédric ne passent pas leurs examens. Enfin, je veux dire, c'est quand même une énorme
une énorme lacune que de pas. Enfin, je veux dire, d'accord, le tournoi c'est un très gros enseignement en soi, mais faut pas non plus. En même temps, s'ils avaient raté leur examen, ils seraient morts pendant le tournoi. Donc. Ouais, mais enfin, voilà. Je crois qu'il n'y a pas pire examen que salut, voilà un dragon. Ouais, mais tu vois, le truc c'est que ça t'apprend des choses dans certaines matières, mais après t'es censé passer des buses en astronomie et un truc comme ça. Voilà, Moi, la je suis sûr deuxième que tâche au fond du lac, c'est pas comme ça que tu révises ta carte du ciel, quoi. Je suis sûr que Harry a utilisé la carte du ciel pour se repérer dans le labyrinthe dans la troisième tâche. Non, il utilisait le petit sort magnifique de Pointe au Nord. Voilà, c'est ce qu'il dit, mais en fait, il a pointé au nord juste pour regarder où était l'étoile polaire, et une fois qu'il l'avait repéré dans le ciel, il savait se repérer, parce qu'il ne pouvait pas utiliser son pointe au nord tout le temps. Ben, le fait puisqu'il y a eu ça, et au moment, en deuxième année, Dumbledore, en cadeau de fin d'année, il a supprimé tous les examens aussi. Et du coup, c'est pas plus, voilà, dans le genre, à nouveau directeur incompétent. Bon, voilà, t'as envie de faire plaisir à tes élèves, bah, tu leur fais pas payer les fournitures scolaires pour l'année après, tu les empêches pas de passer leurs examens, quoi. Enfin, et surtout, en plus, ils suppriment les examens. Et du coup, ceux qui devaient passer des bus ou des aspics cette année-là, bah, ils ont fait comment l'année après pour choisir leur matière? Enfin, on était là, bah, je sais pas, moi j'ai pas passé de bus, Dumbledore avait dit que c'était pas la peine. Donc... Ils ont eu un optimal dans toutes les matières pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils voulaient. Ils avaient un petit rouleau de parchemin de Dumbledore qui disait donnez la note que vous voulez à cet élève et bisous, Albus. Non, mais je veux dire, les bus, elles n'ont pas été annulées, les aspics non plus. Tous les examens ont été annulés, il dit. Non, c'est les examens de fin d'année, mais les bus et les aspics, c'est des examens qui sont menés par des externes du ministère, entre autres. C'est pas ces examens-là qui vont être annulés. Ils ont leurs examens de fin d'année comme partiels. Voilà, qui ont pas énormément de valeur, puisque ça va rien, tu veux dire? Le redoublement à Poudlard, parlons-en. Bah, il redouble, hein. Ouais. Il y en a qui redoublent. Mais après, pour moi, les bus et les aspics, bah, ils ont quand même lieu. Ouais. C'est pas Dumbledore qui décide de les annuler, c'est les examens ministériels. Et mais après, c'est pas à moi qu'on fera dire que Dumbledore est un bon directeur. Mais oui, parce que du coup là, tu dis même pas que c'est un bon directeur, puisque tu dis qu'il pouvait pas, il n'avait pas le pouvoir de les annuler, sinon il l'aurait fait. Il aurait probablement trouvé un truc. Allez, on distribue tous un retourneur de temps, et comme ça l'année prochaine. Est-ce que tu crois qu'il y en avait assez pour en distribuer à tout le monde? Dans les pétards surprises à Noël, wouhou! Il y a une idée qui me traverse la tête, c'est à force de parler de Pointe au Nord tout le temps et d'astronomie et tout ça. On n'a pas encore parlé d'un professeur qui apparaît en 5e année, c'est Firenze. J'y pensais. Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'y ai pensé également, mais je savais pas trop quoi en dire parce que on n'en sait quand même pas énormément sur son enseignement. Ça a l'air d'être un bon prof, de ce qu'on voit. C'est cool, c'est trop cool, hyper immersif comme ça. Il se fait aimer de ses élèves, il apprend des choses, et les gens ont du mal à retourner avec Trelawney derrière. Enfin, ils sont presque déçus quand elle revient. Enfin, ils sont plus que déçus quand elle revient. Donc oui, ça a l'air d'être un bon prof. Pratique, mais il est hyper condescendant envers les élèves quand on y pense. Il a un mélange de côté un peu à la Flitwick, à la Chourave, où en effet il fait pratiquer. C'est super immersif, c'est sûr, mais pédagogiquement parlant, quand même. Et il a un peu le même défaut que Trelawney, où bon, même s'il est moins théâtral que Trelawney, il a ce côté un peu. Vous pourrez pas comprendre ce que je vous dis de toute façon parce que vous avez pas ce qu'il faut. Trelawney, c'est vous avez pas le troisième œil, donc je vous parle, mais vous verrez jamais rien. Firenze, c'est vous n'êtes pas des centaures, donc je vous parle, mais vous comprendrez quand même jamais rien. C'est ça, c'est un peu, enfin, c'est
du coup, ça donne un peu l'impression que c'est des connaissances très vagues qu'il donne en sachant qu'il ne pourra pas les transmettre. Donc, du coup, voilà, je pense qu'il donne des connaissances générales intéressantes en soi, mais vraiment pour de la bonne transmission et de la bonne pratique, c'est pas non plus, c'est pas l'idéal, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi, pour le coup, une question de nature qui, voilà, dans sa nature de centaure, voilà, ça reste une espèce différente des humains avec je pense, un système cognitif différent, etc. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment le comparer à Trelawney et sur les mêmes critères Est-ce qu'un elfe de maison ferait un bon prof à Poudlard? Ah, de cuisine, moi je veux bien prendre des cours. Ou de ménage. Non, ça va. Devenez responsable des espaces communs, du vivre ensemble. Comment allumer un feu? Comment transplaner en dehors de Poudlard? Ah, ça y en a. Découvrez les secrets de Poudlard avec les elfes de maison. Ah, ça ferait une bonne série animée, t'imagines, dans quelques années. Ils vont te faire... ils feront des séries éducatives Harry Potter avec les elfes de maison qui t'apprennent des trucs. Et sinon, niveau corps enseignant, même si c'est pas un professeur à part entière, on peut aussi parler de Rusard, de son apport à l'école et de... Pourquoi Rusard et pourquoi pas Irma Pins, qui est quand même la bibliothécaire? Et on n'a pas parlé non plus de Madame Bibine. Ah, c'est vrai. Ah oui. Qu'on voit très peu. Comme prof, on la voit peu, mais elle a l'air très juste et... Enfin... Elle a Elle est l'air quand assez, même arbitre de Quidditch. Hein. Il faut assez être... sèche quand même. Elle a l'air d'être assez... pas forcément très avenante dans la façon dont elle parle à ses élèves, je trouve, personnellement. Mais Elle n'a quand même pas la capacité de faire redescendre Neville à son premier cours de ballet. Alors que ça doit quand même pas être la première fois de sa carrière qu'elle voit un élève qui ne sait pas contrôler son ballet et son ballet monte tout seul. Le premier réflexe, c'est quand même de monter sur ton propre ballet et de filer à sa rescousse. Enfin, quand t'es prof de vol, les balais ils volent tous avec les balais de l'école. Tu devrais avoir un super pouvoir où tu peux faire action au balai de l'école et ils se posent tous au sol, quoi. Alors, j'aime beaucoup l'usage de super pouvoir parce que j'imagine du coup Madame Bibine avec un slip au-dessus de sa robe de sorcier. Il fait youpi au-dessus de sa grande robe en plus d'arbitre qui vole partout. Mais après, le truc qui est pas très clair dans les bouquins, c'est que on voit qu'un seul cours de vol en fait. Et après, on sait pas du tout ce que ça devient. Est-ce qu'ils ont cours qu'en première année? Est-ce qu'au bout d'un moment, ça devient optionnel? Est-ce que en gros, on met qu'à partir de la première année, si tu sais plus voler, ben t'auras aucune chance de joindre l'équipe de Quidditch, donc démerde-toi. C'est bizarre parce que surtout, oui, on n'en parle jamais, même dans les options que Harry et Ron prennent. Non. Quand ils discutent de leurs horaires, etc., et des options qu'ils veulent prendre, il n'y a jamais l'option vol dedans. Et donc, on peut presque se demander si c'est pas au final réservé à ceux qui font du Quidditch. Tu vois, en première année, c'est obligatoire. Oui, en première année, c'est obligatoire pour faire découvrir le... C'est ça, et je veux dire, t'as quand même Hermione qui a envie de tout sauf de voler sur un balai et qui est là, et que c'est un cours imposé. Voilà, mais c'est un cours de première année, et puis après, il est plus là, et c'est même pas les gens qui font du Quidditch, ils en ont même pas besoin non plus. Ils ont leur entraînement, quoi. Voilà, ils s'entraînent, c'est leur truc. Peut-être que Madame Bibine, elle encadre un peu certains entraînements pour les aider, pour leur apprendre certaines manœuvres. Oui, c'était ça que je pensais quand je disais des cours réservés aux équipes de Quidditch. C'est que pendant les entraînements, elle se rendait peut-être disponible pour apprendre certains gestes qu'elle a en professionnel, des manœuvres précises, des vols en piqué, etc., que tu n'apprends peut-être pas de toi-même, de ton côté, mais que du coup, elle arrête d'enseigner le vol de base. Tu vois, elle apprend vraiment juste dans le cadre du Quidditch à des joueurs de Quidditch. Mais après, sinon, on peut se dire quand même qu'elle est là pour arbitrer 4 matchs par saison et donner cours en première année, 1 heure de cours par semaine. C'est quand même pas le boulot, le temps plein le plus complet. Ouais, bah,
En fait, elle a une vie secrète à côté. Elle joue pour une équipe de Quidditch. En réalité, c'est une super sportive et on n'entend juste jamais parler. En 2026, quand tu auras une nouvelle trilogie centrée sur Madame Bibine, la vie secrète des professeurs de Poudlard. Non. Le film, le Quidditch à travers les âges, sera clairement centré sur Madame Bibine et sa carrière et sa carrière secrète de joueuse professionnelle. Et sa rencontre avec Kenilworth et Wisp et comment elle a aidé à coécrire et comment en fait elle était nègre de Kenilworth et Wisp. Et comment après Ginny prend sa place et sa relève. Et en fait, Ginny finit par enseigner à Poudlard, personne ne le sait. Mais... Ça devient Ginny Bibine. Ça devient sa Poudlard. En fait, Bibine, c'est pas son nom, c'est juste le type qui est là depuis qu'elle est prof de vol, c'est ça? C'est en bilan quand même sur l'image des profs de PS que ça véhicule. Hein. On travaille quasiment jamais. Professeur Bibine, pas très différent du monde moldu où les profs de PS ont quand même pas mal de clichés à déconstruire. Je pense à Monsieur Mégo du Petit Spirou. C'est ça. Et McGonagall, alors, on en a peu parlé. On a fait quand même un bon tour d'horizon des profs, mais on a peu parlé de McGonagall jusque-là. Parce qu'elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Exactement. On a peu parlé de McGonagall, on a peu parlé de Rogue aussi, et je pense qu'il y a quand même il y a des choses à dire sur Rogue. Lui, il est pas À mon avis, il y a plus à dire sur Rogue que sur Mago. Mago, voilà, c'est le prototype du prof strict, mais efficace dans ses cours, qui a une ligne de conduite. C'est pas strict méchant. Non, c'est strict juste. Exigeant. Exigeant et voilà, capable de tenir une classe et de... Mais pour chercher la petite bête, McGonagall, elle n'arrive pas non plus à s'adapter à tous les élèves, type Neville. Elle n'arrive pas à gérer des élèves en grande difficulté de type Neville. En fait, la manière dont les profs réagissent à Neville, c'est un peu la jauge pour savoir... Mais bon, je cherche la petite bête. C'est sûr que je trouve aussi que McGonagall est une prof excellente ou quoi. Mais après, si on regarde vraiment sur... ça, c'est le formatage éducation nationale qui parle, qui nous dit faites de la différenciation, ne laissez aucun élève sur la touche et tout. Et ben, si on regarde avec le prisme éducation nationale, on dit à McGonagall t'as que 18 sur 20 là à ton inspection, attention. Mais après, oui, est-ce que... c'est là qu'on peut faire une différence dans l'enseignement de Poudlard et l'enseignement moldu. Peut-être que par cet aspect-là de McGonagall, elle n'est pas non plus, dans mes souvenirs, méchante avec Neville parce qu'il n'avance pas. Elle ne le casse pas, elle ne le fait pas doubler parce qu'il a raté sa métamorphose. Non. Elle a plutôt tendance à l'encourager vers d'autres voies et voilà. Je crois qu'elle a tendance à être déçue. Elle est plutôt déçue de ses élèves. Et je pense que quand tu es déçue, c'est parce que tu les tiens en plus haute estime que... Tu te dis pas, voilà, tu te dis pas c'est un incapable, tu te dis il est capable de mieux. Et c'est quelqu'un de petite taille qui fait des grandes choses. Le nain capable, d'accord. On va garder ça au montage et ce sera ta honte à porter pour la vie. Du coup, on disait... McGonagall. Voilà. Mais honnêtement, enfin, par rapport à Neville, je veux dire, elle est exigeante. Elle lui dit qu'il n'a pas le niveau, mais je pense que c'est aussi très important pour une prof d'être honnête comme ça avec ses élèves et dire là, comme ça, tu n'as pas le niveau, il faut que tu bosses. Elle donne des devoirs supplémentaires à Neville, mais elle en donne aussi à d'autres moments à Harry ou à Ron. Et parce qu'elle veut clairement les tirer vers le haut. Et du coup, j'irais pas dire qu'elle ne sait pas s'adapter parce que voilà, elle fait de son mieux. Après, t'es pas prof particulier. Tu vas pas donner des heures supplémentaires aux autres. Mais voilà, je pense qu'elle fait quand même tout son possible. Et voilà, et j'ai pas l'impression qu'elle délaisse ou quoi les élèves. Et je veux dire, Neville, il est quand même toujours passé, jusqu'en 5e année, il a toujours réussi ses examens de métamorphose, parce que sinon il n'aurait pas pu passer. Donc je pense que c'est aussi un peu le prisme de... Le regard de Harry où tu as l'impression qu'ils sont tous super nuls et voilà. Mais
au final, ils passent quand même à chaque fois. Donc c'est qu'ils ont peut-être pas des super notes, mais ils ont quand même des notes suffisantes pour passer dans l'année supérieure. Et il y a juste au moment des buses où, voilà, McGonagall a dit à Neville, là, ton niveau, il n'est pas suffisant. Mais il a quand même une buse en métamorphose, il a juste pas la note suffisante, et il continue vers autre chose. Mais il a des bases. Et voilà, et je pense pas qu'elle est cassée ou qu'elle est dégoûtée ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est important d'avoir quand même des profs comme ça qui sont honnêtes avec toi et qui te tirent vers le haut autant qu'ils peuvent et au maximum. Et ça, c'est toute la différence entre McGonagall et Rogue. Ouais. Ah, on en parle enfin. D'abord, est-ce qu'il a une barbe? Ça, c'est pour un autre épisode. On fera un épisode de 3 heures sur ce débat. On élargira un peu. La capillarité dans Harry Potter. Non, mais Première heure, Hagrid. le truc, c'est que Rogue, on l'a dit, il connaît très bien sa matière, etc. Mais en fait, mine de rien, on se rend compte dans le tome 6 que il enseigne pas ce qu'il sait. Et c'est quelque chose que il y a beaucoup de gens qui disent. Il leur dit jamais de lire le manuel, il leur dit de lire ses instructions au tableau. Et donc, en fait, c'est parce qu'il leur donne des instructions qui leur permettent de réussir leurs potions et qui sont meilleures que le manuel. Donc, c'est pour ça qu'Hermione rate ses potions dans le tome 6 avec Slughorn alors qu'elle les réussissait. Mais, bon, c'est une vision du personnage qui me paraît complètement biaisée et erronée quand on sait tout ce qu'on connaît du personnage, qui est quand même un monstre. Et il y a rien qui montre ça, et au contraire, si c'était vraiment ça, Harry justement il réussirait ses potions dès le début. Harry ne commence à réussir ses potions que quand il a le manuel du prince de Sang-Mêlé qui lui donne des systèmes de, on va dire, de hacking. Les cheat codes punis. AB, OBA. Mais je suis pas d'accord avec toi quand même. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec toi non plus, parce qu'on peut se dire que Harry au début foire ses potions plus par son stress de la présence de Rogue, ça, tu vois, comme un professeur stressant te fait rater un examen. Je veux dire, c'est arrivé à tout le monde. Je crois qu'on a tous vécu ça. Un stress que tu n'arrives pas à contrôler, qui te fait faire que tu n'es pas spécialement attentif, que tu fais une connerie dans ton truc. Pas spécialement le fait que tu n'aies pas les bonnes instructions, mais juste le fait que tu n'arrives pas à suivre les instructions de base. Et d'ailleurs, ça se ressent très bien au moment de l'examen des buses, où Harry il dit qu'il se rend compte au moment de son examen pratique que c'est beaucoup plus facile pour lui de préparer une potion quand il n'a pas Rogue derrière son dos. Il le dit vraiment, enfin, texto. Et je pense que c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'il n'est pas... il n'était pas dans des bonnes dispositions avant, mais pour le coup, je pense que Rogue mettait vraiment... Enfin, à mon avis, Rogue, c'est quelqu'un qui est très fier, mais qui n'a pas... qui a tellement peu de considération pour ses élèves qu'il n'aurait pas du tout envie de reconnaître le fait qu'il les aide d'une manière ou d'une autre. Et donc, le fait de balancer les instructions, qui pense que ces instructions sont meilleures que le manuel, j'ai aucun mal à l'imaginer. J'imagine très bien dire non, mais de toute façon, ce livre, on s'en fout. Moi, je sais mieux. Je mets les instructions que je veux d'abord, c'est moi qui décide, c'est mon cours. Il met ses instructions au tableau et je pense que ça lui viendrait même pas à l'esprit de dire comparer les instructions avec le manuel. Enfin, personne ne va aller vérifier. Mais ça lui, voilà, il irait pas dire ces instructions sont pas celles du manuel parce que je les ai corrigées et qu'elles sont mieux. C'est juste que pour lui c'est mieux, un point c'est tout, et c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement, et le manuel c'est de la merde, et pourquoi Dumbledore le met encore sur la liste tous les ans, qu'est-ce que ça me gonfle. Enfin, je le vois plus comme ça que... Je le vois aussi plus comme ça, moi. Et je pense que c'est pas incompatible avec le fait qu'il soit détestable avec ses élèves, au contraire, c'est genre non mais moi je sais, vous êtes une bande de cornichons, et... vous appliquez. Voilà. Moi, je dis, vous appliquez. Il n'y a pas à apprendre quoi que ce soit. Il y a juste à appliquer ce que je vous dis de faire. Et si vous n'avez pas écouté, tant pis, parce que de toute façon, si vous essayez d'apprendre votre cours dans le bouquin, vous pourrez pas, parce que le bouquin, c'est de la merde aussi. Ha ha ha.
Moi, il n'y a pas de syllabus pour ce cours. Luna, tu voulais dire quelque chose? Ah, avant, oui, c'était aussi pour dire que j'étais pas d'accord avec toi. Harry, c'est quand même très spécial dans les cours de Rogue. Dès la première semaine à Poudlard, avant même qu'il soit arrivé en cours, il a un a priori sur Rogue donné par les autres élèves. D'abord par Percy, ensuite par Ron. Et comme ça, il y a plein de petits indices dans la narration. J'ai relu le premier il y a quelques mois. Et du coup, au moment où Harry débarque pour la première fois en cours de potion, il a déjà un a priori sur Rogue. Et tout de suite, ça pouvait pas coller. Et Rogue avait aussi de son côté un a priori sur Harry, donc... Ça, plus l'impression aussi que... Enfin voilà, le fait que Harry pensait que sa douleur à la cicatrice venait de Rogue, et qu'il a mal interprété. Mais c'était fortement lié aussi. Non, mais il a un a priori, d'accord, mais comme tu dis, cet a priori, il lui vient de Percy, il lui vient des autres élèves. Ça veut dire que les autres élèves, ils ont la même expérience. Et c'est pas l'a priori, il vient pas de nulle part. L'a priori, il vient du fait que Rogue est un mauvais prof. Oui, que après, Rogue, ça je suis que d'accord. Rogue se contente de mettre les instructions au tableau et c'est tout. Et que voilà, il y a aucune, pour moi, il y a aucune raison d'imaginer que Rogue mette vraiment ses instructions à lui et pas les instructions du manuel. Oui et non, il se contente pas de mettre ses instructions au tableau, il circule et il donne des conseils. Alors comme il est partial, il donne pas les mêmes types de conseils à Hermione ou à Malfoy, mais il se contente pas de dire je mets mes instructions au tableau et je sors mon sorcière d'eau. Et... Mais après, je suis d'accord par rapport à ce que tu disais sur il n'y a que mes instructions par rapport au manuel et le manuel c'est de la merde. Et... Ouais, il a clairement ce point de vue. Mais il circule quand même entre les rangs. Il se tourne pas les pouces pendant les cours. Justement, pour moi, il met pas ses instructions, il met les instructions du manuel. Et si les élèves sont pas suffisamment intelligents pour se rendre compte qu'il y a un hacking, qu'il y a une façon de faire ça mieux, eh ben c'est leur problème. Il va pas leur donner la solution comme ça, il va pas leur donner la béquille, il va pas leur expliquer qu'ils doivent broyer les fèves plutôt que les découper. C'est... D'un côté... Parce que là, Hermione, elle raterait ses potions après, alors qu'elle les réussissait toujours avec Rogue. Parce que c'est des potions plus avancées. Elle continue à être brillante dans toutes les matières, je sais pas pourquoi là, en potions... Mais il me semble pas qu'elle les rate, Harry les réussit juste mieux, mais elles sont réussies, les potions d'Hermione. Elles sont réussies, mais elles sont juste pas optimales. Et Harry, il fait un truc parfait qui demande une maîtrise vraiment ultra poussée. Mais Hermione, elle ne rate pas ses potions, elle les réussit. Et avant, elle les ratait pas non plus, elle les réussissait. Mais si c'était pas non plus le travail d'un professionnel des potions, c'était le travail d'une élève de première année qui réussissait ses potions. Oui, mais je veux dire, on peut pas savoir, pas vraiment savoir à quel point ces potions étaient parfaites, puisque c'était Rogue qui jugeait et que de toute façon, par ce moment, c'était une Gryffondor qui faisait les potions et il en avait rien à foutre. Donc, il vidait le chaudron avant d'avoir vérifié la couleur de la potion. Ouais. Voilà, enfin, moi, c'est tout ce que je dis, c'est il y a littéralement aucune preuve que Rogue donne ça, donne ses instructions à lui et pas les instructions du manuel. Il n'y a aucune preuve qu'il ait une barbe non plus. Hein. Non, on va pas lancer ce débat-là. On va pas se lancer ce débat-là, mais quel serait son intérêt à lui de dire ça sert à rien d'ouvrir le manuel, regardez ce que je mets au tableau, si c'est pour remettre exactement ce qu'il y a dans le manuel au tableau. Ouais, en quoi il se ferait chier à renoter au tableau si il disait juste ouvrez le manuel page 3 et faites la potion qui est écrite dedans et moi je circule entre les deux, entre les bancs. Tu vois, il n'y a aucun intérêt si ce n'est pas pour mettre lui-même ses propres consignes au tableau et mettre des différences avec le manuel. Surtout que c'est pas le se décarcasse pour ses élèves, donc s'il peut s'épargner le fait d'écrire 10 lignes d'instruction, à mon avis, il le ferait, quoi. Enfin, en même temps, il bouge sa baguette et tout apparaît, tout disparaît. Hein. C'est pas comme s'il les écrivait à la main. Non, enfin, mais voilà, je vois pas l'intérêt de dire spécifiquement regardez mes consignes et pas celles du manuel si après dans le manuel c'est les mêmes.
Alors qu'on sait que pour le coup, ils sont obligés d'avoir tous leur manuel, c'est sur leur liste de cours. Donc, Voilà. Le manuel, c'est peut-être plus, après tout, pour les aider à faire les 30 cm de parchemin, les dissertes de potions derrière, après les cours. Surtout qu'en plus, ils ont 2 bouquins de potions, parce ils en ont un sur Mille-Herbes et champignons magiques, où c'est plus, je pense, les propriétés de chaque plante et tout ça. Et après, il y a vraiment un bouquin de recettes, entre guillemets. On est sûr que c'est en potion, mille herbes et champignons magiques? C'est pas en botanique? Je suis quasiment sûre que c'est en potion Enfin, c'est peut-être utilisé pour les deux, mais en tout cas, en tout cas, Harry lui mentionne avec l'idée quand il parle du Bézoar, il dit que c'était mentionné dans le. Ouais, mais ça, il l'a lu de son côté. Ouais. Je me demande si justement, enfin pour moi, j'ai toujours pris comme ça, Mille herbes et champignons magiques, c'était leur livre de botanique, parce qu'il n'y a aucun autre livre qui paraît être un livre de botanique. Mais en botanique, ils n'utilisent jamais de bouquin. Ben, on dit jamais qu'ils l'utilisent en cours, mais ils ont des devoirs et des travaux à rendre en botanique, etc. Ouais, donc, mais ils ont la bibliothèque. Ouais, mais je sais pas, moi j'ai toujours considéré comme étant le livre de botanique, parce qu'en soi, on dit jamais qu'il l'utilise en cours de potion non plus, ce livre-là. Hein. Ouais. J'ai toujours pris comme étant le livre de botanique et que du coup, enfin voilà, Harry l'utilisait, oui, pour découvrir le Bézoar, enfin. Mais que c'était pas spécialement lié au cours de potion. Après, ça peut servir dans les 2 cours, comme vous dites aussi. Bah, le truc, c'est que les ingrédients des potions, c'est des plantes. Donc, je pense que, mine de rien, les 2 matières sont liées. Et je pense que s'ils n'étaient pas enseignés par des profs aussi diamétralement différents, qui avaient envie de collaborer, il pourrait y avoir des cours super intéressants mêlés champ de potions et botanique. Mais j'imagine tellement Chora Vérog en prof commun. Aujourd'hui, on a rassemblé les 2 heures de cours de botanique et de potions pour faire un cours tous les 2. Alors, les enfants. T'imagines Rogue avec des cache-oreilles roses pour déraciner des mandragores. Quand les enseignements interdisciplinaires s'invitent à Poudlard. Avec en plus le cache-oreille qui colle bien sur ses cheveux gras et tout. Ouais, parce qu'il a toujours pas réussi à faire un shampoing dégraissant. Lex, si tu veux faire une image, un dessin des enseignements interdisciplinaires à Poudlard avec sur ce thème. Et avec tout ça, on a parlé des professeurs, on a parlé du directeur un peu dans son incompétence, mais il y a quand même un système qui régit Poudlard de A à Z, c'est le système de points. C'est le fait que les professeurs, ils attribuent, même au-delà des examens, ils attribuent des bons points quand les élèves réussissent. Ils leur retirent des points quand ils échouent ou quand ils se comportent mal. Ce qui est intéressant parce que la réussite et le bon comportement sont récompensés de la même manière, en fait, par des points. Alors que c'est quand même deux choses différentes. Et tout ça pour à la fin gagner la Coupe des 4 maisons. Ouais, c'est surtout ça l'important, c'est que c'est des points collectifs. Ça ne touche pas toi, ta personne. C'est pas machin a raté sa potion, il a des mauvais points. C'est des mauvais points pour toute ta maison. Et en fait, au final, la plus grosse sanction, c'est plus que toute ta maison te voit d'un mauvais œil parce que tu lui fais perdre des points. Si c'était personnel et que c'était chacun qui, bon, j'ai des mauvais points à la fin et je finis avec 0 point sur l'année. Voilà. Tu vois, c'est pas ça qui lui fait passer dans l'année suivante ou pas. Mais par contre, le fait que t'aies toute ta maison qui se dise, ah ouais, tu nous as fait gagner 0 point sur toute une année scolaire, et qu'ils le voient comme ça, ou à chaque fois qu'ils font une connerie et qu'ils perdent 50 points, enfin, quand Neville essaie de les empêcher de sortir dans Poudlard, la nuit dans le 1, qui se met au travers de leur chemin, c'est pour les empêcher de faire perdre à nouveau des points à Gryffondor, quoi. Ouais, c'est au nom de l'intérêt général. Ça leur apprend vraiment à tenir compte des autres. Enfin, je trouve que c'est un système assez intéressant. Après, je trouve ça honnêtement très étrange de mélanger dans la coupe points d'un côté les points qui gagnent en cours avec leur comportement, enfin bon ou mauvais, même dans l'école de manière générale, et les points du Quidditch.
Ça, je trouve ça vraiment très étrange comme système. Parce qu'au début, on a l'impression que c'est deux trucs séparés, mais en fait, non, c'est ce qu'ils disent, c'est que les points, ils ont gagné la Coupe de Quidditch, qui a fait qu'ils avaient tellement de points d'avance que du coup, ils ont gagné la Coupe des 4 maisons. Et du coup, je trouve que ça dessert un peu de tout mélanger. Enfin, Je suis pas complètement d'accord avec toi, Ali. ouais, mais c'est pas parce que l'équipe de Quidditch de ta maison est bonne que, en gros, si t'as pas de chance que t'as une équipe de Quidditch un peu moyenne, tu peux ta maison va être sanctionnée même si tous les élèves sont super bons. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Je suis pas d'accord avec toi. Enfin, dans le sens où le Quidditch, comme Hermione quand elle travaille pour elle, mais du coup en se dépassant, elle travaille aussi pour les autres. C'est une façon de collaborer à la réussite du groupe. Et par ton travail, tu collabores à la réussite du groupe et le Quidditch est un élément comme les autres. Après, on peut se dire c'est disproportionné le nombre de points que ça apporte, mais je trouve que c'est bien justement que tout soit dans le même pot, que ce soit les points de comment je me comporte au sein de l'école, les points du travail. Et... oui, je pensais surtout dans les disproportions, parce que voilà, un match de Quidditch, tu vois, si on part du principe que tu as gagné ton match, donc que tu as au moins 150 points en théorie, voilà, entre faire gagner 150 points à ton équipe, à ta maison, parce que tu as gagné un match de Quidditch, et quelqu'un qui va avoir bossé comme une malade et va faire gagner 10 points pour avoir tout géré en métamorphose, enfin voilà, il y a quand même un... Voilà. Après, on sait bien que J.K. est pas très très doué sur les proportions et sur l'équilibrage des choses, mais c'est clair que oui, là ça paraît complètement disproportionné. Après, quand on y pense, il y a combien de matchs de Quidditch sur une saison? Pour ton équipe, il y en a que 3. Donc tu fais gagner, enfin voilà, alors qu'il y a cette année de 20 élèves qui ont des cours, qui gagnent des points selon ce qu'ils font. 10 élèves. Ouais, de 10 élèves. Ouais. Donc, tu as 70 élèves qui, chaque jour, font des cours, ont des bons points parce qu'ils répondent à des questions, ont des mauvais points parce qu'ils font des conneries. Et dans les matchs de Quidditch, si ton équipe en gagne 150 parce que tu as attrapé le Victor, c'est rare que les autres, c'est rare que les autres soient à 0 aussi, tu vois. 50 pour la coupe des 4 maisons, c'est 50 points que ça rapporte la victoire au match de Quidditch. Il me semble. Hein. Corrigez-moi si je me trompe. Je crois pas, honnêtement. Enfin, il me semble pas justement que y ait un monde qui dise voilà, une victoire au Quidditch équivaut à quoi? T'as l'impression que vraiment tous les points sont mélangés. Et surtout, du coup, tu vois, ça paraîtrait logique ce que tu dis en théorie, mais en fait, dans la pratique, Gizmo, quand on voit les comptes de points à la fin de l'année, Gryffondor en première année, il termine avec un truc genre 370 points. Donc 370 points, c'est pas énorme si tu dis que dans l'eau il y a eu 3 matchs de Quidditch, quoi. C'est nouveau. Là, de nouveau, je suis sûr que, enfin, oui. Là, de nouveau, c'est Rowling qui a mal calculé ce genre de choses. Mais oui. Du coup... Pour moi, c'est ça, parce que c'est difficile à imaginer qu'il y ait tant de points négatifs, parce que si ils sont vraiment à 360 points quand ils ont gagné leur match de Quidditch, qu'ils ont gagné minimum 180, 200 points par match. Ça veut dire que vraiment, tout au long de l'année, tout ce qu'ils ont fait, c'est avoir des points négatifs. Et c'est vraiment genre la honte intersidérale, mais ils ont fait plonger Gryffondor, mais à chaque cours, c'est à peine si Rogue leur fait partir 100 points à chaque cours de potion qu'ils ont sur la semaine, quoi. Ce que disait Luna, c'est peut-être le système qui devrait être en place, mais je pense qu'il y a rien dans le livre, en tout cas, qui laisse entendre que ce soit une victoire 50 points, un match nul, ce qui est impossible, 30 points et une défaite 0. C'est écrit dans le... Je peux pas le prouver là de tête, mais je suis persuadée de pas m'avancer. On va vérifier sur le wiki Harry. Le wiki Harry Potter. Comme ça, c'est un truc qui doit se trouver dessus. Mais on verra. On mettra le détail dans la description de l'épisode. Du coup, on est bien d'accord que les points, ça va au-delà de la pédagogie à Poudlard, en fait, que c'est une sorte de pédagogie, ça apprend l'esprit d'équipe, mais
ça va quand même, ça va quand même au-delà de ça encore. Ça crée effectivement le sentiment d'appartenance, le de communauté. Mais voilà, c'est quelque chose qui existait déjà ailleurs et c'est quelque chose qui a inspiré pas mal de choses. C'est un système qui a inspiré des professeurs moldus, dont une rédactrice qui n'est pas là ce soir pour en parler, mais Lily, qui est professeure et qui a mis ce système en place avec ses collégiens, où ils gagnent, enfin c'est pour la participation orale, je crois. C'est ça, c'est dans le fait de bien participer en classe et de participer à son cours. Quoi? Je dis elle est prof d'anglais, d'où les besoins de participer à l'oral particulièrement. Et donc que ces élèves engrangent des points pour leur maison selon leur participation ou en perdent selon leur bavardage et mauvais comportement, et que au bout de l'année scolaire, la maison qui a gagné le plus de points reçoit un paquet de bonbons par élève pour récompenser leur année de participation et voilà. Et c'est quelque chose qui marchait assez bien, quoi, disait dans sa classe. Alors ça dépend des classes, puisqu'il en avait plusieurs. Il y en a plusieurs où ça a moins bien marché, mais il y a des élèves qui ont été vraiment qui participaient vraiment peu avant et qui par ce biais ont voulu vraiment montrer qu'ils rapportaient des points à leur maison, et des élèves qui se sont révélés et qui participaient beaucoup plus pour faire gagner des points à leur maison que ce qu'ils faisaient avant le début de la coupe. Donc, oui, ce qu'elle disait aussi, c'est que souvent, elle faisait un point, elle faisait le point sur les points toutes les semaines, je crois, et que des fois, quand elle le faisait pas, les élèves lui venaient demander Madame Serdaigle a combien de points, quoi, et du coup, voilà, ça les motive, ils veulent savoir qui est en tête ou quoi. Donc voilà, je pense que c'est un système qui a ses inconvénients, mais qui peut pousser des personnes à sortir un peu de qui et ça. Alors, juste pour revenir sur ce qu'on disait juste avant, j'ai été regarder et on dit bien que les points sont inconnus pour la victoire de la Coupe de Quidditch, et que c'est bien la victoire de la Coupe de Quidditch qui permet de remporter la Coupe des 4 maisons à Gryffondor, mais que on ne dit nulle part combien de points ça a rapporté. Donc on ne sait pas si c'est vraiment parce qu'ils ont gagné la Coupe qu'ils ont plus X points. Et c'est pas la victoire des matchs, c'est la victoire de la Coupe. Ouais, mais justement, et le truc, c'est que donc la victoire de la Coupe de Quidditch dans le 3, le truc, c'est que il y a toute une discussion. Il y a toute une discussion entre Harry et Dubois, où Dubois dit Harry, il faut pas que tu attrapes le vif d'or tant que Gryffondor a pas tant de points d'avance, parce que sinon on gagne le match mais on perd la coupe parce qu'on n'aura pas assez de points au classement général. Et du coup, en fait, c'est un nombre de points énorme qu'il leur faut. Je crois que c'est une centaine de points qu'ils doivent avoir. Et donc, du coup, ça fait quand même beaucoup de points au final. Mais non, mais ça c'est pour gagner la coupe. C'est pour gagner la coupe de mais pas pour gagner la coupe des 4 maisons. Oui, je sais, pour gagner la coupe de Quidditch. Mais c'est normal, c'est parce que ils ont une égalité en nombre de victoires par rapport à une autre équipe. Oui. Et il faut donc qu'ils gagnent les points pour le différentiel. Mais donc ça n'a rien à voir avec les points. Ça n'a rien à voir avec les points apportés à la Coupe des 4 maisons. Ça n'a rien à voir si les points ne sont pas comptés de la même manière. Mais le truc, c'est que là, dans la même année, quelques semaines après, ils disent leur large victoire au Quidditch leur garantissait la première place pour la coupe. Et du coup, franchement, quand tu le lis comme ça, t'as vraiment l'impression qu'ils ont gagné 50 000 points au Quidditch. Ils étaient premiers avec plein de points d'avance. Et du coup, comme on sait qu'ils ont dû mettre beaucoup de buts, donc ils ont eu beaucoup de points pour être premiers, et ils ont peut-être gagné 300 points sur leur dernier match. Et du coup, si les 300 points du match, comme on sait que c'est lié... mais non, il n'y a rien qui dit que c'est lié. Mais ils disent que la victoire au Quidditch leur avait assuré la place dans la Coupe des 4 maisons. C'est la victoire de la Coupe de Quidditch qui leur a assuré la place, parce qu'en gagnant la Coupe de Quidditch, ils ont gagné la... Il y avait X points associés au gagnant de la Coupe de Quidditch. Il n'y a rien qui dit que c'est le nombre de points marqués dans le match.
Il n'y a rien qui dit ça, mais dans la mesure où c'est pas noté, ça me paraîtrait être le plus simple, quoi. Mais... Non. Je pense pas. Non, moi, le plus simple, ça me paraîtrait de dire le gagnant de la Coupe de Quidditch fait gagner 50 points à sa maison ou 10 points par joueur de l'équipe de l'équipe gagnante de la Coupe de Quidditch, donc 70 points en total. Bref. Ouais. On est loin, on a quitté loin la pédagogie de Poudlard et du coup, on se lance là dans d'autres sujets qui ne sont plus le sujet. Mais qui On sont a parlé- peut-être de vos sujets. Voilà. Ah ben, un épisode sur le Quidditch. Ouais. J'en suis. Si vous aussi vous voulez en être des prochains épisodes de Salut les sorciers, sachez qu'en échange d'une contrepartie Tipeee, vous pouvez nous rejoindre lors de nos enregistrements. Sinon, vous pouvez toujours retrouver les autres épisodes de Salut les sorciers sur SoundCloud et iTunes. Salut les sorciers! Salut. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, bonne journée, bon repas, bon appétit, quoique, quel que soit le moment où... Bonne route si vous nous écoutez en voiture. Bref, salut. Bon vol. C'est complet.